Sélection exceptionnelle, générique exceptionnel pour ce feuilleton hebdomadaire autour de vous. Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. Et cette fois-ci, nous commençons avec la bande-annonce, enfin la musique, de La fille sur le pont de Marianne Faithfull pour la chanson. Merci Bernard. En France, on aime caser les gens. Comique, dramatique, tragique, intello, chaque film, chaque peinture, chaque livre doivent se ressembler ou avoir une filiation. Or, chacun de vos films, Patrice Lecomte, est un événement, bien que la critique ne s'y retrouve pas. Elle voulait peut-être que La veuve de Saint-Pierre fasse poète-poète, on va en parler. Vous êtes inclassable, je rappelle que 14 de vos 30 films ont dépassé le 1 million de spectateurs, c'est immense. Réalisateur exigeant avec ce chef-d'œuvre qu'est La fille sur le pont. Fidèle à vos comédiens, Jean Rochefort, Michel Blanc, Daniel Auteuil. Homme discret, humble et simple, vous veillez à l'ambiance sur les plateaux, qu'elle soit conviviale, joyeuse et concentrée. Alors revenons sur votre œuvre, votre carrière, avec Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Medioni et Dominique Borde. Bonjour à tous les trois. Bonjour Christophe. Daniel Auteuil, Vanessa Paradis, on est en 1999, Marianne Faithfull qui chante « Who will take me dreams away », un film en noir et blanc. Et là, le chef-d'œuvre. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Il y a des fiches cuisine pour fabriquer des chefs-d'œuvre. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme quand... Donc on vous dit noir et blanc, sauter dans la scène comme Madame Hidalgo tout à l'heure. Ouais. Mais non, ça se trouve comme ça, mais on ne sait pas. Quand on fait les films, on ne sait pas. On sait pas. Moi, je savais un peu. Il y avait quelque chose qui me titillait. C'était que Serge Friedman, le scénariste, qui avait écrit et dialogué, parce que c'est un très bon dialoguiste, vraiment. Les Grands-Ducs, c'est lui qui a dialogué Les Grands-Ducs. Écrit aussi avec moi. Et là, quand il a écrit La fille sur le pont et qu'il a dialogué La fille sur le pont, je savais, en lisant, qu'il y avait là quelque chose de rare, de précieux, de différent. Tout à fait. Mais de là à penser que ça puisse plaire, enthousiasmer, et qu'il y ait aujourd'hui des gens qui, comme vous, trouvent que c'est un grand film. Moi, je ne me rends pas compte de ça, mais c'est un film que j'aime beaucoup. En tout cas, et pour ça, parler comme Bernard Medioni, il y a un clin d'œil à l'Anna Veva de Fellini, lorsqu'il quitte le bateau après avoir poignardé la cuisse de la grosse Allemande. Non, pas du tout. Non, mais encore une fois, l'Anna Veva, je connais ce film, évidemment, mais c'est pas des films qui remontent forcément à la surface quand je tourne les miens. Non, bien sûr que non. Mais alors, la chanson de Marianne Faithfull, elle était pas faite pour ce film-là. Non. Elle était... Non. Elle a été composée... petit quiz. Elle a été composée exprès, spécialement pour un film. Lequel ? Il faut nous donner un indice. Il faut nous donner un indice. Elle a été composée pour un film français. Et elle était sur le générique de fin d'un film français, réalisé par un réalisateur très talentueux. Et moi, quand j'ai vu le film et que j'ai commencé à... D'habitude, le générique de fin, on reste un peu parce qu'on voit qui a fait ceci, cela. Et j'entends cette chanson absolument formidable. Et je me dis, c'est quand même gâché. C'est sur le générique de fin, tout le monde est en train de sortir alors qu'il y a une chanson formidable, il devrait rester. Et j'ai racheté les droits à ce Bertrand Tavernier ? Non. C'était sur La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet et Caro. Oui, absolument. Et donc, j'ai appelé Jeunet, qui est un ami. Je lui ai dit, écoute, j'adore cette chanson. Est-ce que tu crois que je pourrais m'en servir ? Oh oui. Mais que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? Comme ambiance, comme chanson, puisque vous n'aviez pas commencé à tourner à ce moment-là. Non, j'avais pas. Non, c'est parce que je suis sorti de La Cité des Enfants Perdus. Je me suis précipité à la Fnac. J'ai acheté le CD. J'ai écouté la chanson de Marianne Faithfull, chantée pas 45 fois à la suite. Et quand j'ai eu le projet de La fille sur le pont quelques temps plus tard, pas mal d'années plus tard, j'ai repensé à cette chanson que j'aimais par-dessus tout et j'ai dit, est-ce qu'on peut racheter les droits pour l'avoir sur le film ? Et alors pourquoi le noir et blanc ? Oh, c'était pour faire chic. Non, non, c'est pas pour faire chic, c'était pas pour avoir les faveurs de Télérama, c'est pas tout ça, mais c'est simplement parce que je trouvais a priori que l'univers dans lequel on serait, l'univers du musical avec des plumes, des paillettes, des éclairages, serait un univers coloré, trop coloré. Puis ensuite en Inde. Pardon ?
Il va en Inde à un moment donné. Pas du tout, non. C'est dans quel pays où ils sont séparés? Et alors il y a cette télépathie extraordinaire quand ils se parlent. Ah non, ah oui, pardon. Et alors, elle est à Athènes et lui est à Istanbul. Voilà. Istanbul, c'est la capitale de l'Inde. Vous aviez raison. Vous avez raison, voilà. Non, mais alors c'est très coloré. On imagine que c'est très coloré. Oui, et là, et en plus, on le voit dans un souk à un moment donné. Oui, mais et là, tout est en noir et blanc. Je trouve ça merveilleux. Mais justement, je pensais que ce serait pour mon goût trop coloré. Ouais. Et que cette abondance de couleurs diverses et variées, que ce soit dans les coulisses des musicals, soit dans le souk d'Istanbul ou ailleurs, que cette abondance de couleurs nous détournerait du vrai truc. Donc j'ai préféré focaliser sur les regards, les silences, les choses, un peu comme fait le studio Harcourt. Absolument. Et d'un seul coup, c'est vrai que là, tout est plus beau en noir et blanc. Et puis en noir et blanc, on n'est pas dans la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas en noir et blanc. Mais vous avez remarqué. Et là, je trouvais que c'était un moyen comme un autre de s'abstraire de la vraie vie. Et le regard de Daniel Auteuil, le regard scintillant de Daniel Auteuil lorsqu'il lance son couteau, c'est d'une beauté, c'est extraordinaire. Et Vanessa Paradis. Et elle, quand elle reçoit les couteaux, enfin qu'elle les reçoit, les couteaux qui savent l'éviter quand même, quand elle reçoit les couteaux, il y a une griserie, il y a quelque chose, on ne va pas convoquer les fameux duettistes Eros et Thanatos, mais enfin, c'est ça, bien sûr. Évidemment. Donc on peut les convoquer. Et lorsqu'il dit, allez, on y va, ils vont derrière la palissade, devant une voie de chemin de fer, ils vont derrière la palissade juste pour ces coups de couteau, mais c'est magnifique. Oui, parce que... d'un érotisme fou. Oui, parce qu'il se lance les couteaux, enfin, lui est lanceur, elle la cible, alors qu'il n'y a pas de spectateurs, donc ils font ça que pour eux, que pour leur vertige à eux. C'est ça, ils font l'amour en faisant ça. Bien sûr, absolument. C'est évident. Et il y a une intruse pour laquelle ça va mal se passer. Bah oui, c'est la remplaçante de Vanessa Paradis. C'est-à-dire qu'à un moment, Vanessa Paradis, avec alors là pour le coup, avec un bout de dialogue qui est pour moi un chef-d'œuvre de dialogue. Vous évoquiez Marie-Noël tout à l'heure autre chose, mais Serge Friedman, qui a écrit les dialogues, a écrit ceci, c'est qu'à un moment, sur le bateau de croisière, Vanessa Paradis, qui a rencontré une espèce de grec foireux, dont elle pense que c'est l'homme de sa vie, va quitter Daniel Auteuil. Donc Adèle quitte Gabor. Mais enfin bon, appelons-les Vanessa et Daniel. Et ils vont se quitter. Et Vanessa dit à Daniel, elle est un peu embêtée de devoir le quitter, elle lui dit, on fait comment? On se serre la main, on se fait la bise. Et Daniel lui répond, on s'oublie. Et Vanessa dit, je vous promets rien. J'adore ça. Tellement joli. Ouais. Et ensuite, il y a ce dialogue à distance, et chacun entend et répond. Oui, mais j'appellerais pas ça télépathie. Ah oui. Je trouve que ça dépoétise. Et pour moi, c'est un film poème. Ah oui. Non, ils se parlent alors qu'elle est à Athènes et lui est à Istanbul, mais ils se parlent comme s'ils étaient côte à côte. Quoi. Oui. Mais c'est marrant. Mais ça nous est tous arrivé. De parler à quelqu'un qui n'est pas là? Ben oui. Oui, mais d'avoir la réponse immédiate. Absolument. Dans une grande histoire d'amour. Ah bon? Ah oui, vous avez exactement décrit une histoire d'amour comme on peut en vivre. Ah bon? D'accord. Vous avez de la chance. Moi, ça m'est jamais arrivé. Quand je vous dis que j'ai des frissons en écoutant le générique, je sais pourquoi. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais la rencontre avec Vanessa Paradis que vous avez pourquoi? Comment après. Ça s'est bien passé, bien sûr, mais c'est au-delà de ça. Le personnage, elle avait été marquée par Noces Blanches, vous avez vu forcément, qui l'a révélé. Hein. Et là, comment ça s'est passé entre vous et elle? Juste avant, on a fait une chance sur deux. Et c'était un moyen comme un autre. On savait, elle et moi, que juste après, on allait faire La fille sur le pont, dont Friedman avait écrit les 20 premières pages, qui étaient brillantissimes, comme le reste de son écriture. Et Vanessa avait lu ces 20 pages. Elle a dit, bon, quand est-ce qu'on fait ce film? Elle était désireuse, elle était très, très gourmande, très impatiente de faire La fille sur le pont. Mais je lui ai dit, en attendant, on va faire une chance sur deux, ça va être marrant, tu vas voir, Delon, Belmondo. Et donc, on n'arrêtait pas de se parler de La fille sur le pont quand on tournait une chance sur deux. Mais il y a chez elle, je ne veux pas dire ça à l'imparfait, parce qu'il y a chez elle, aujourd'hui encore, dans notre relation amicale et affectueuse, il y a une absolue gaieté, quoi. Souvent je dis Vanessa, c'est la fée Clochette, mais c'est vrai qu'elle a un côté un peu magique comme ça. Alors, autre chef-d'œuvre, La veuve de Saint-Pierre, Daniel Auteuil, Juliette Binoche, encore un film en costume. Et Emir Kusturica. Voilà. Oui.
C'est glaçant, c'est superbe, on écoute la bande-annonce. Pourquoi Madame là a-t-elle quitté le nom d'une grande famille pour celui d'un soldat? Quel est ce regard? Le regard d'un homme qui aime sa femme et qui peut lire dans ses yeux. Les deux assassins, qu'est-ce qu'ils risquent? Le pire. La guillotine? Oui, sans doute. Je n'ai pas compris si vous acceptiez de m'aider ou non. Oui. Oh, merci. Oh, merci vraiment. Imaginez que la métropole nous envoie la veuve et le bourreau qu'on lui réclame et qu'il n'y ait plus personne à raccourcir. Personne n'est capable de faire une chose pareille. Il n'y a pas de bourreau parmi les gens de Saint-Pierre. Madame, s'il vous plaît, n'étalez pas vos jupons fumoirs. Déjà qu'il nargue un futur raccourci. Allez-vous-en! Soyez trop vite! La mère patrie daigne nous envoyer une veuve pour bientôt. Pourquoi vous faites cela? On n'aura jamais le même, quoi qu'on ait fait. Les hommes peuvent être mauvais un jour et bon lendemain. Ils changent. Et de ça, je suis sûre. Je suis venu vous avertir qu'en toute conscience, je refuse de faire assurer l'exécution du condamné Nil Auguste par des détachements militaires. C'est ainsi. La chose n'est pas à négocier. Film terriblement noir. Marie-Noëlle Tranchant. Oui, La Veuve de Saint-Pierre, je trouve que c'est un film extraordinaire et que tout à coup, vous développez une veine romanesque, une ampleur, une profondeur de sentiments tout à fait étonnante et exceptionnelle. C'est magnifique. Il y a quelque chose de, non pas de littéraire, mais il y a quelque chose effectivement qui est délibérément romanesque. Romantique, je sais pas, mais... Non, le vrai romanesque, c'est-à-dire ce qui vous embarque dans une histoire qui nous emmène dans un lieu qu'on ne connaît pas, l'île de Saint-Pierre, de chez Saint-Pierre-Miquelon, avec des lointains, des horizons, la mer, des chevaux... On fait venir la guillotine, de loin. Pour raccourcir un type joué par Émir Kusturica, qui un soir de beuverie a eu un coup de couteau maladroit pour zigouiller un type. Donc il y a quelque chose de très... C'est romanesque, mais oui, c'est très dramatique, quoi. Avec du souffle, un souffle énorme. Oui. Enfin, je dis oui comme si j'étais content de moi. Mais pardon. Non, c'est juste la description. Parce que vous l'avez voulu, ce souffle. Ben oui, bien sûr. C'est pas un film qui peut se ratatiner dans un petit truc. Non, il faut que ça... Il faut qu'il y ait un parfum d'iode, il faut qu'il y ait un parfum de vent, de trucs, d'aventure. Mais du grand souffle, les paysages sont aussi importants que les personnages. Et puis il y a forcément dans une histoire comme celle-ci, il y a des, appelons ça pompeusement, des enjeux émotionnels qui sont très forts. Oui, c'est une grande histoire d'amour. Évidemment, avant tout. Dans ce film, tout à la fin, vous filmez le regard de Michel Duchossois, absolument désolé, alors qu'il a beaucoup chargé Daniel Auteuil tout au long du film, et il voit partir ce bateau, et votre caméra saisit toute l'affliction du personnage. Mais les grands comédiens, et j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là, les grands comédiens, avec les grands comédiens, on n'a jamais envie de dire couper, quoi. Tout à l'heure, la semaine dernière, je crois, on parlait des larmes de Fanny Ardant à la fin de Ridicule, et moi j'arrivais pas à dire couper parce qu'elle était tellement belle et bouleversante et j'étais ratatiné d'émotions, je pouvais pas dire couper. À la fin, je suis allé vers elle, je lui ai dit mais comment voulez-vous qu'on dise couper quand vous me donnez ces choses-là? Et Duchossois, à la fin de La Veuve de Saint-Pierre, c'est la même chose. Duchossois, c'est un acteur génial. Vous êtes très marqué par les regards. Là, on a parlé de Duchossois, vous nous parlez de Fanny Ardant. La semaine dernière, on parlait de Bernard Giraudot dans Ridicule. Et le regard marque énormément votre caméra. Oui, Daniel Auteuil, la fille sur le pont. Ah oui, la fille sur le pont. Les regards et les silences. Parce que quand les regards sont intenses et véhiculent les émotions du désir ou du mépris, pourquoi pas. Enfin, quand le regard véhicule quelque chose, on n'a pas besoin de charger le regard avec des mots. Ça ne sert à rien. Ce serait comme un coup de stabilo, un pléonasme, autrement dit. Et c'est vrai que
on dit souvent, quand je voyage à l'étranger, on reproche, enfin, on commente notre cinéma français comme étant un cinéma très bavard, parce que c'est la tradition de Molière et de tous les autres qui ont suivi. Alors c'est vrai que le cinéma français est volontiers bavard, mais et puis qu'il y a eu des scénaristes, des dialoguistes, je ne parle pas d'Audiard, je parle de Janson, enfin bref. Mais de préserver, de privilégier, de préserver des silences et des regards dans lesquels il se passe quelque chose, parce que s'il ne se passe rien, c'est pas la peine. Mais ça, c'est quand on arrive à capter ça, c'est chic. Vous nous annoncez que votre prochain film sera un film muet ? Non, faut pas charrier non plus. Mais non, ce sera pas muet. Alors, mais c'est marrant que vous posiez la question. Et permettez-moi d'être discret sur mon prochain film parce que je suis devenu très superstitieux et ce monde du cinéma est devenu très fragile et très incertain. Donc, je préfère plus jamais rien dire de ce que je vais faire. Mais dans ce prochain film, il y a des tas de morceaux importants dans lesquels il n'y a pas de dialogue, oui, en effet. Mais c'est pas un film muet pour autant comme était The Artist. Vous aviez confié lors d'une interview que vous auriez aimé faire un film musical. Oui, c'est toujours... Ça vous tracasse toujours ? Oh, ça n'empêche pas de dormir, franchement. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup... parce que j'ai une passion pour les comédies musicales qu'on a tous aimées, de Stanley Donen ou de Minelli, parce que j'aime les films de Bollywood et j'adorerais être réincarné en cinéaste à Bollywood. Et là, pour l'instant, j'attends avec impatience le prochain film de Jacques Audiard, qui est un réalisateur d'un talent fou, vraiment, parce que ce prochain film est un film musical. Jacques Audiard a fait un film musical. Alors, comme il ne fait pas n'importe quoi, je voudrais vraiment voir ce que ça donne. Et peut-être que, justement, je me dirais, apaisé, voilà, Jacques Audiard a fait le film que j'aurais adoré faire. Voilà. Il me fait gagner du temps. Ce film est fait. Voilà. Simplement, l'influence d'un metteur en scène. Quelle influence vous avez pu avoir ? Oh, des influences diverses et variées. Il n'y a pas un metteur en scène phare. Non, il n'y a pas un metteur en scène phare, parce que ce serait trop encombrant d'être monothéiste. Mais j'ai beaucoup de passion pour les films des frères Cohen. Je regarde ce que fait Jacques Audiard, puis plein de gens, quoi. Et puis dans le cinéma français des années 50, j'adore Duvivier, mais pas que lui, bien sûr. Et puis il y a des acteurs qui m'ont inspiré. Et puis il y a un cinéma américain. L'époque de la comédie américaine, il y a des choses tellement brillantes, tellement enlevées, élégantes. Quand on regarde Philadelphia Story, par exemple, qui s'appelle Indiscrétion en français, c'est un film d'une élégance, d'un brio joué. Alors, le trio, on parlait de trio la semaine dernière, mais quand même, ce trio-là, avec Catherine Hepburn, il y a une scène de solographie alors que c'est impossible à réussir, c'est jubilatoire, quoi. On a envie, une fois que le film est terminé, de rester à la séance suivante. Alors, Monstre sacré, votre dernier film Maigret, avec Gérard Depardieu, qui ne fume pas la pipe. Non. On le voit de temps en temps avec sa pipe. Moi, ça m'a beaucoup frustré, ça. Non, mais parce que quand on a écrit le film, l'adaptation du roman de Simenon, quand on a écrit avec Jérôme Tonnerre, c'est vrai que la panoplie de Maigret, le chapeau, le manteau et la pipe, moi, ça m'encombrait. Parce qu'on a tous vu, bon, Jean Richard, c'est pas un bon exemple, mais on a tous vu, même Bruno Kremer, qui était un Maigret super crédible, on a tous vu tirer sur sa pipe en faisant ça. Alors, mardi après-midi à 16h, vous étiez où ? Et ça, je me suis dit, oh là, on va pas s'en sortir, ça va être affreux, ça va être un cliché. Et donc, quand on a eu avec Jérôme Tonnerre l'idée que le docteur Paul disent à Maigret, j'ai une mauvaise nouvelle, il faudra arrêter le tabac. Moi, quand on a trouvé ça, j'étais collé au plafond de bonheur, parce que ça n'empêche pas Maigret d'avoir le souvenir de la pipe qu'il renifle, qu'il aimerait bien pouvoir rallumer un jour, mais non, il se tient à carreau, et au moins... C'est toujours très signifiant dans Simenon, lorsque Maigret bourre sa pipe, il y a toujours quelque chose, c'est toujours signifiant, c'est pas, c'est pas anodin. Non, bien sûr, mais peu importe, on a fait sans la pipe et c'est pas dommage, franchement. Alors c'est un portrait de Maigret, mais c'est un portrait de Depardieu. Ils sont indissociables. Moi, je l'ai vu comme un portrait. Oui, vous avez raison. Moi, alors c'est un peu vantard de dire ça, mais il était tellement
tellement dans le film, impliqué, confiant, engagé dans ce film. Il était tellement heureux de faire ce film que c'est vrai. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu aussi bon depuis je ne sais pas combien d'années. Et le dernier jour de tournage, et là, c'est juste pour me la péter 2 secondes, puisque là, c'est la fin de notre feuilleton. Mais je m'appelle 2 secondes, puis après j'arrête. À la fin du tournage, on tournait un dernier jour de tournage. C'est toujours un peu émouvant parce que voilà, c'est fini. On pense que c'est pas mal, mais c'est fini. Et donc il était là. On avait tourné le dernier film. Il avait toujours le chapeau et le manteau. Et puis toute l'équipe était réunie pour boire un petit peu de champagne, évidemment, pour fêter ça. Et il nous a dit à tous, pas à moi, à nous tous. Je vous remercie infiniment parce que depuis quelques années, je faisais des films et là, grâce à vous, j'ai fait du cinéma. C'est beau. Alors ça, vous pouvez vous ramener avec la Légion d'honneur, les Césars tous. Ça n'arrive pas à la cheville de ce genre de phrase. Ah oui. Bah oui, ça c'est mais formidable. Ça y est, j'ai dit que je me la pétais parce que non, mais vous avez raison. Ah oui, c'est magnifique. Vous avez dit que vous avez travaillé avec Jérôme Tonnerre sur ce film. Vous avez beaucoup travaillé avec Patrick De Wolf pour l'écriture, qui a fait lui-même son film Moi vouloir toi il y a plusieurs années. Vous avez beaucoup travaillé avec Serge Friedman. Sur Ridicule, c'est Rémi Waterhouse. En fait, est-ce que vous leur donnez des directives pour le scénario? Est-ce que vous recherchez quelque chose je suis incapable, avec Jérôme, avec tous les scénaristes, co-scénaristes que vous avez cités, la méthode de travail, si tant est qu'il y ait une méthode, n'est jamais tout à fait la même. Parce que avec Jérôme Tonnerre, on partage vraiment tout, quoi. On se voit, on prend des notes, on passe des journées entières à mon bureau et on discute du film. Enfin bon, Serge Friedman est plus personnel. C'est-à-dire, on discute des scènes, des trucs, je corrige un peu, je dis, tu crois pas que ce serait intéressant que... Enfin, je suggère en permanence, le plus souvent possible, des choses avec lesquelles il est d'accord ou pas d'accord, et c'est lui qui dialogue de A à Z, et si joliment que ce serait dommage de lui retirer ça. Et avec Rémi Waterhouse, alors là, c'est très simple. J'ai fait un film avec lui, un film qu'il avait écrit, un film qu'il aurait aimé réaliser, mais c'était pas raisonnable que comme premier film fasse Ridicule. Donc le film m'est arrivé après avoir été refusé par 3 réalisateurs que je ne remercierai jamais assez d'avoir dit non, parce que comme ça c'est moi qui ai pu le faire. Mais Ridicule, le scénario était brillantissime. Il n'y avait pas une demi-virgule à changer de place, vraiment pas. Donc là pour le coup, j'ai reçu le scénario. J'ai dit, mais j'aurais aimé avoir le talent pour écrire une chose pareille. Bon, quelqu'un l'a écrit, donc c'est très bien. Et j'ai adoré faire ce film parce que je me retrouvais dedans à chaque seconde. Je ne veux pas dire, comme Flaubert qui disait, Madame Bovary, c'est moi, mais moi, je Ponce Ludon, le personnage qui vient de la province. Oui, je ne sais pas si c'est moi ou pas moi, mais enfin, il y a quelque chose qui entre en écho avec moi-même, quoi. C'est-à-dire la simplicité profonde face à... La sincérité. La sincérité. Le côté parfois un peu brut de décoffrage, j'aime pas l'expression, mais il arrive de sa province avec ses maladresses, mais tout en ayant c'est pas un bouseux, c'est-à-dire qu'il a de l'esprit, il a de la répartie, il est intelligent, il a des questions, mais c'est un provincial. Comme moi. Et il est arrivé pour essayer d'obtenir des choses, des faveurs de Versailles, de la cour. Et moi, j'ai essayé... Mais des faveurs pour les autres, pour rendre service. Pour retourner dans sa région, la Dombes, qui est infestée de marées putrides, de poissons de vase, de moustiques, etc. Donc il va pour essayer d'obtenir de l'argent de subvention. Il n'est jamais dans la flatterie, il ne se laisse jamais prendre au piège des prétendues élites. C'est votre cas. Oui, et surtout, il a du cœur à l'ouvrage. Il sait ce qu'il veut obtenir, mais il ne se prend jamais pour autant au sérieux. C'est-à-dire qu'il fait pour le mieux. Il n'y arrive pas forcément, mais il fait pour le mieux. Et moi, j'ai passé ma vie à faire ça, essayer de faire pour le mieux. Et puis, il y a ce pauvre Jean Rochefort qui est obligé de tout noter parce qu'il perd la mémoire et il veut absolument briller et continuer la farandole des bons mots et des apophthegmes et des saillies drôlatiques. Allez, on a retrouvé notre générique de Culture Club. Merci infiniment Patrice Lecomte, merci à vous 3, Marie-Noël Tranchant, Bernard Mélioni et Dominique Borne. Nous avons passé ce mois de juillet au cinéma avec vous. On attend le prochain, vraiment. Premier coup de manivelle, c'est quand ?
Le 23 octobre. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Alpeuch, François Dudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Nous nous quittons pour mieux nous retrouver en septembre. Passez de bonnes vacances, prenez soin de vous et des autres et surtout allez au cinéma. Je vous embrasse.